Merci Mathieu et merci pour ces deux premières présentations. Donc effectivement, on a eu déjà quelques échanges sur le chat, surtout des questions qui vont être adressées à Sylvie Recousse, donc avec, je dirais, 2 voire 3 thématiques qui se dégagent, et une question pour Claire Chenu. Donc je propose peut-être d'adresser la première question à Claire Chenu, qui est une question à la fois de Jean-Rémy et Pascal qui reviennent sur la notion d'artefact substance chimique, qui souhaiteraient en fait revenir sur l'explication de la non-existence des acides humiques et fulviques, avoir un peu plus d'explications sur l'artefact substance humique et sur la composition de l'humus. D'accord, merci pour cette question. Alors, ce qu'on faisait lorsque on extrayait les substances chimiques, c'est que donc on extrayait et ensuite on caractérisait avec des bases, et puis avec de la soude, et puis ensuite avec des acides, et on caractérisait les produits de l'extraction. Et ce que l'on a interprété donc on extrayait des morceaux finalement de molécules du vivant, hérités ou dans des organismes vivants, dans des tissus. Et ce que l'on a interprété comme étant des macromolécules néoformées, c'était en fait des assemblages de petites molécules liées par des liaisons supramoléculaires. Et donc, on a pensé qu'il existait dans le sol des choses qui se reformaient dans un bécher, pour faire simple. Donc, c'est une image indirecte de décomposés organiques du sol, mais en fait qui avait, moi je trouve, rendu beaucoup plus complexe que ce ne l'est la vision des matières organiques. Les matières organiques sont effectivement formées de molécules héritées du vivant ou de molécules fabriquées par le vivant dans le sol. Alors, je ne sais pas si je réponds complètement à votre question. Et puis, en parallèle avec ça, alors ça, on s'en est aperçu à partir du moment où on a pu caractériser les matières organiques sans les extraire. Et en particulier, la résonance magnétique nucléaire du carbone 13 a permis à donner des arguments absolument irréfutables de l'absence d'existence d'acide fulvique et d'acide humique dans les sols. Le fait que ce qu'on trouvait dans le sol, c'était des molécules du vivant, des sucres, des protéines, des lipides, qu'on connaissait par ailleurs. Il se trouve que parallèlement, la communauté scientifique se rendait compte progressivement qu'on n'arrivait pas à corréler l'abondance des acides fulviques et des acides humiques ni à des propriétés physiques, biologiques des sols, ni à la dynamique des matières organiques. Donc, on avait les deux constats. D'une part, que ça ne paraissait pas comme être acide fulvique et acide humique, ça n'était pas de bons outils opérationnels, de bons indicateurs. Et puis, à côté, on a démontré qu'en fait, c'était lié à l'extraction. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. De mon point de vue, ça me paraît très clair. J'espère que ça répond aux interrogations des personnes qui ont posé ces questions sur le chat. Merci. Donc, je vais passer aux questions suivantes adressées à Sylvie Recousse. Donc là, on a des questions un peu plus longues. Oui, je les ai vues. Une première question sur l'alimentation directe du stock d'humus sans passer par la biomasse microbienne. Donc avec une question notamment assez détaillée de François Laurent que je vais relire pour que vous puissiez répondre. Le schéma conceptuel du devenir des matières organiques du sol fait jouer un rôle central à la biomasse microbienne, où tout le carbone frais restitué au sol doit passer par cette étape de décomposition réalisée par les champignons et les bactéries. Dans ce schéma, la polymérasation des molécules organiques néoformées aboutit à des molécules qualifiées de plus en plus stables. Est-ce vraiment le cas? N'y a-t-il pas la possibilité de formation plus directe de ces molécules lourdes, ce qui serait alors d'une certaine façon une mise en question des concepts de carbone jeune et ancien? Et il vous remercie pour la clarté de l'exposé. Je
Je pense que la question, on peut répondre, s'adresse autant à Claire qu'à moi, hein, sur finalement les pathways. Alors c'est vrai que le schéma que j'ai montré, enfin qui est partagé, hein, c'est pas le nôtre, il reflète aussi pas mal finalement la conceptualisation qu'on en fait dans la modélisation. Et en fait, les recherches, enfin Claire les connaît très bien aussi. Quand je dis on a des problèmes, ça veut dire c'est des questions de recherche, hein, des fronts de recherche. Je vois qu'il y a dans le chat d'autres, on a vraiment du mal, même expérimentalement, à voir exactement qu'est-ce qui passe dans la biomasse microbienne et qui est très vite par la nécromasse finalement stabilisé, ou en tout cas des produits microbiens de ce qui est stabilisé directement. Claire avait travaillé là-dessus, par exemple sur les fractions solubles. Maintenant, depuis quelques années, on pense que des fractions solubles des résidus végétaux vont être, ça rejoint hein, la question vont être finalement rapidement stabilisées, protégées physiquement. Donc Claire me corrigera ou me complétera, sans passer par la biomasse microbienne de manière fonctionnelle comme les schémas que je vous ai montrés le suggèrent. Malgré tout, la partition entre des voies, on dirait directes, et des voies par la biomasse sont expérimentalement extrêmement difficiles à faire parce que c'est des temps très courts. Et voilà, je ne sais pas si Claire sur ça veut compléter. Donc la question est réelle, hein. Est-ce que tout passe par la biomasse ou est-ce qu'il y a des choses qui bypassent, là, qui court-circuitent? Claire, tu veux compléter sur cette question? Je pense que tu as bien présenté, hein. Je peux confirmer que c'est une question de recherche actuelle. Il y a un certain nombre d'équipes dans le monde qui travaillent dessus et c'est pas évident du tout. Et puis il est fort probable que les proportions de ce qui est stabilisé directement, hein, des composés de la fraction soluble des résidus végétaux qui va s'absorber sur les argiles par exemple, et ce qui est stabilisé après être passé par la biomasse microbienne, que ces proportions varient selon les sols, hein. Et il y a par exemple, j'ai vu des travaux où comparer des sols de pH très contrastés. Voilà, il est probable en plus voilà, qu'il n'y ait pas une partition qui soit la même partout. Mais c'est une vraie question de recherche. Ok. Marie-Laure, peut-être encore une question là pour pas trop déborder dans le timing. Oui, alors, laquelle choisir? On a des questions sur l'efficience d'utilisation du carbone. Demandant donc si le CE n'est pas équivalent au coefficient d'humidification, et d'expliquer du coup les écarts qu'on peut avoir entre les situations. L'efficience d'utilisation du carbone plus importante en prairie peut-elle être attribuée à la probable dominance de la flore fongique sur la flore bactérienne? CE plus forte sur les résidus matures, AC sur N probablement plus élevé, n'est-ce pas contradictoire? Donc voilà, quelques questions aussi sur les explications autour du CE qu'on peut peut-être reprendre un petit peu là sur une dernière question. Je vais un peu synthétiser. Je ne vais pas faire comme la première, de vous dire que c'est un front de recherche et revenir dans 5 ans. Mais malgré tout, c'est ça. C'est-à-dire, c'est très difficile à mesurer finalement pour avoir vous comprenez bien que la biomasse se recycle constamment. Si on remettait la première figure, on voit le carbone microbien redescendre. Donc, finalement, connaître la partition entre ce que le micro-organisme utilise pour l'énergie, pour la fabrication d'enzymes, pour voilà, ses besoins énergétiques, et ce qu'il le met pour reconstruire sa biomasse, finalement, c'est presque, il faut faire des expérimentations à court terme, à quelques heures ou quelques jours avec un substrat, parce que très rapidement, par exemple, le CO2 qu'on va mesurer, même avec du C13, va être le produit de la dégradation initiale du résidu plus du recyclage des micro-organismes. Donc, en fait, l'efficience d'utilisation du carbone, c'est vraiment un trait fonctionnel des communautés qui détermine une partition très précoce, mais quand même très importante. Le coefficient d'humidification, quand vous reprendrez le schéma, c'est autre chose, c'est à la fin, c'est-à-dire on va aller voir la matière organique, il y a du carbone dérivé de la matière organique qui va être arrivé via la nécromasse, les produits microbiens, une autre peut-être venue directement du substrat parce que
stabiliser sans dégradation. Et ça, c'est le coefficient d'humification. Ça va être la proportion de ce qui est rentré dans la matière organique plus stable, issue du carbone apporté initialement. Donc, ils sont différents. Et après, vous notez certaines contradictions, et je suis bien d'accord avec vous. Et alors là, c'est là, on va dire, le front de science. On a du mal à comprendre. Finalement, on trouve bien que des situations finalement où le carbone se stabilise, ce sont des communautés qui sont plutôt efficaces, qui dépensent pas trop d'énergie pour faire le job. Hein, donc, c'est l'efficience enzymatique, et qui ont tendance à, du coup, assimiler plus. Hein, elles ont un rapport entre l'énergie et effectivement, ce sont plutôt les champignons. On a plus de mal à faire le lien avec la récalcitrance des litières. J'ai vu qu'une question le notait en disant, normalement, on pourrait penser, et c'est là qu'intervient le façonnage, enfin, les communautés. On a l'impression, mais ça, c'est des travaux en cours de tout le monde, hein, enfin, de toutes les pratiques culturelles, finalement, c'est des rétroactions. Elles font évoluer les communautés. Elles sélectionnent des communautés plutôt adaptées aux conditions et qui deviennent plus efficaces, y compris pour dégrader des litières récalcitrantes, hein, dans des systèmes. Donc, en fait, c'est des interactions. Et donc, pourquoi c'est compliqué? Parce que ça joue sur plusieurs compartiments, hein, dont, par exemple, la place de la production enzymatique et de l'efficacité. Par exemple, des travaux d'une doctorante, là, qui est maintenant Sirad Marie Sauvadé, qui avait passé sa thèse il y a quelques années, avait montré qu'effectivement, c'était finalement une certaine inefficacité enzymatique. Les micro-organismes produisaient plein d'enzymes pour dégrader les substrats, et donc il y en avait qui diffusaient dans le sol, que ça pouvait être une cause d'augmentation de ce qu'on appelle le priming effect. Donc, c'est le fait qu'il y ait des exoenzymes qui diffusent dans l'environnement, peut-être voilà, en trop grande quantité, et c'était relié à une certaine efficacité. Donc voilà, je m'arrêterai là parce que le temps est court, mais effectivement, il y a bien cette interaction entre la composition des communautés, leur trait fonctionnel, hein, on parle de trait fonctionnel, et finalement ce devenir du carbone. Merci beaucoup Anne-Claire et Sylvie pour ces éclaircissements.